Merci, je vous laisse prendre place. On va maintenant passer à notre séquence suivante. En fait, pour tout vous dire, on a 1h30 de retard. On devrait maintenant faire la pause après la table ronde que nous allons faire maintenant. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne. On va y aller à marche forcée parce qu'on a une inauguration en fin d'après-midi qui nous bloque. On ne va pas pouvoir rester sur scène jusqu'à 20h. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse chacun raccourcir le propos. Donc, je vais tout de suite, voilà, on va prendre en charge. Ce que nous allons faire, c'est commencer notre table ronde ZAN, quelles conséquences pour les territoires de montagne. Et je vais tout de suite appeler les intervenants, en commençant par Madame la secrétaire d'État chargée de la ruralité, Dominique Faure, merci, qui sera grand témoin. Et puis Bernadette Guyon-Benoît, Florence Brutus, j'excuse Mylène Agnelli, Jean-Pierre Vigier, Sylvain Mathieu et Bernard Delcros. Merci de me rejoindre. Voilà, merci à toutes, merci à tous. Bon, c'est vrai que c'est un sujet qui mérite qu'on prenne du temps. On va essayer d'en prendre un tout petit peu moins que prévu. Donc, merci à chacune et à chacun de venir à l'essentiel, même si même l'essentiel est plutôt important avec cette loi. Pour qu'on sache, et on va très vite avancer, Madame Faure, Madame Dominique Faure, vous êtes grand témoin, donc bien sûr, vous intervenez à tout moment. Et puis, on vous demandera de conclure cette table ronde et de nous dire un petit peu ce que vous en retenez, avec quoi vous repartez surtout. C'est intéressant. Et on va donner la première parole à Bernadette Guyon-Benoît, qui est directrice au sein du cabinet Algo et Consultants, pour nous présenter la loi. Donc, peut-être une première partie. Vous avez, je crois, 3 slides qui nous expliquent pour qu'on sache réellement de quoi on parle, même si tout n'est pas défini, on le sait bien. Je vous en prie, Bernadette Guyon-Benoît. Avec un micro, oui, si on peut passer un micro, voilà. Et puis vous appuyez sur le petit bouton quand vous avez envie de nous montrer une... Donc je vous laisse faire pour... je crois que vous avez 3 slides déjà que vous allez commenter, je vous laisse faire. Merci beaucoup, bonjour. Madame le ministre, Madame le Président, Mesdames et Messieurs. Donc, j'ai eu le plaisir d'accompagner l'ANEM au nom d'Algoé dans cette réflexion sur le ZAN, dont on voit qu'elle n'est pas terminée après ce que nous a dit votre prédécesseur, Madame la ministre précédente. Et donc, sur un sujet qui est donc de grande actualité, qui suscite de grands débats. Donc, vous connaissez tous et toutes l'objectif. L'objectif, c'est zéro artificialisation nette en 2050. Et je ne vais faire que juste rappeler quelques échéances pour qu'on ait tous en tête les mêmes éléments. Voilà. Alors, dans cet objectif de cet élément-là, la question, c'est qu'il y a une nouvelle notion qui apparaît, qui est la notion d'artificialisation. Or, cette notion, elle est décrite de nouveau, mais elle n'est pas encore pratiquée par les collectivités. Et donc, il n'était pas possible de tout de suite demander d'utiliser cette définition de l'artificialisation. C'est pourquoi que le législateur a introduit une idée de temporalité dans sa mise en œuvre. Donc, il y a un projet de décret qui est actuellement en cours pour que l'État, et ça c'est très important que vous l'entendiez, mette à disposition un observatoire et des outils pour qu'il n'y ait pas de charges supplémentaires pour les collectivités. Et cela donne
Au niveau on en a parlé ce matin, de la première intégration dans les schémas régionaux d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, cela donne une première tranche de 2021 à 2031, où l'objectif ne s'exprime pas en termes d'artificialisation, mais en termes de consommation des espaces, pour le diviser par 2 par rapport à la décennie précédente. Et donc, il est important de territorialiser ces objectifs, ce qui est demandé à l'échelle des régions, puisque on ne peut pas appliquer ce 50% de la même façon partout. Je suppose que vous avez tous des tas de raisons de penser la même chose. Ça, on va beaucoup en parler, hein, la spécificité. Voilà. Comment on donc, le décret d'application propose 4 critères pour territorialiser, et c'est important de les entendre: les enjeux écologiques, le potentiel foncier mobilisable, l'équilibre du territoire au sens des polarités, des centralités sur le territoire, et enfin, quelque chose qui va être important pour vous, me semble-t-il, les dynamiques démographiques et économiques. Voilà quels sont les critères qui sont annoncés pour ce premier élément. Et puis, on arrivera dans une deuxième période avec un travail sur les surfaces artificialisées, où il s'agira de donner une trajectoire vers un ZAN égal à 0 en 2050, annoncé par décennie. Et c'est là qu'on va parler de Scott et on va parler de SRADET. Voilà. SRADET, il va en être question. On les resitue un peu? On les resitue. Voilà, très rapidement pour terminer, on va les resituer. Donc, aujourd'hui, de totale actualité, puisque c'est pour après-demain que les conférences des Scott doivent donner leurs propositions de territorialisation aux régions pour les SRADET, et les SRADET devront être approuvées en février 2024, c'est-à-dire dans une grosse année, compte tenu des délais qui sont nécessaires. Mais pour que vous puissiez, vous, mesdames et messieurs les maires, signer des permis de construire, un SRADET, ça ne suffit pas, il faut descendre. Donc, première échéance suivante, les schémas de cohérence territoriaux devront être mis en compatibilité avec les SRADET pour le 22 août 2026 et, plus important encore, les PLU et les PLUI en février 2027. Ce qui nous place 4 ans avant la fin de ce terme de 2021-2031 sur la consommation d'espace. Donc là, voilà. Il y a du travail effectivement pour les élus, en rappelant bien que la montagne, en France, elle se caractérise par des différences notables. Absolument, absolument. Je reprendrai volontiers le propos de Madame Delga tout à l'heure. Si la montagne élève notre âme, c'est bien parce qu'elle est porteuse d'une très grande richesse, d'une très grande qualité, d'une très grande diversité. Et je commencerai par cette première donnée, c'est que si elle représente 30% du territoire métropolitain, elle ne porte, en dehors des saisons évidemment de grande fréquentation touristique, 15% de la population. Donc avec une occupation humaine bien moindre. Et ce facteur est reconnu par ce que nous a présenté M. Besson, la loi montagne, de manière très forte. Bien sûr. Voilà, avec un élément important qui est le principe de continuité d'urbanisation dont on a entendu parler tout à l'heure, qui est là pour apporter un respect non seulement de la qualité des paysages, mais également un respect de l'économie agricole et pastorale. Ça se traduit par des protections fortes qui ont été appliquées. Voilà. Et ces protections fortes, eh bien, un chiffre, je pense, à retenir, c'est 43% des terres qui sont protégées dans les communes de montagne. Donc 43%, c'est quand même très important, qui sont au titre des SNIEF que vous connaissez, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, donc de caractère 1, de rang 1 ou 2, les zones de protection spéciale, les zones d'intérêt communautaire pour les oiseaux, les Natura 2000 qu'on a déjà évoquées dans la journée. Donc tout cela, ça représente 43% de territoire qu'on ne touche pas, entre guillemets, si l'on peut le dire ainsi, sauf quelques exceptions, bien entendu, nécessaires pour certains services publics. Donc gros pourcentage de territoire naturel et puis des territoires qui sont fortement attractifs pour... en tout cas l'activité touristique. Absolument. Et l'activité d'hiver, on va en dire un mot. Voilà, tout à fait. Donc si on veut caractériser rapidement cette activité pour aller au plus vite, ayons en tête qu'au-delà des stations thermales qui nous ont été présentées ce matin, on a donc 350 stations de ski, ce qui représente 18 000 emplois directs et indirects, mais en saison de haute saison touristique d'hiver, on a 120 000 emplois liés à ce tourisme saisonnier, 20 milliards d'euros de retombées économiques, et avec les difficultés qu'on a entendues, je pense que c'est un sujet très important. Deux chiffres en termes de fréquentation qui me paraissent intéressants, c'est qu'un cinquième de la clientèle française vient en montagne quand elle fait du tourisme. Donc c'est quand même aussi quelque chose de très important. On l'a vu en post-confinement, certainement encore plus fort. Et puis, deuxième donnée, 27% des nuitées marchandes internationales, donc plus du quart des internationaux qui viennent fréquenter notre territoire, ils passent une nuit, ça se passe en montagne. Donc ça veut dire que c'est un réel apport et que ça participe du rayonnement de
de notre pays. Si on résume, c'est vrai que c'est une activité qui est fortement liée à l'hiver, mais pas que. Et on l'a déjà dit, on va le redire, et tout le monde le sait bien ici, c'est qu'on va de plus en plus vers un tourisme 4 saisons. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Absolument, puisque depuis déjà plus de 10 ans, les stations ont développé des offres hors ski, parce que même en hiver, la demande n'est pas que de ski, et que cette demande hors ski, elle intéresse aussi énormément pour le tourisme 4 saisons, à la fois pour répondre à une demande de la clientèle, mais aussi pour la vitalité des territoires tout au long de l'année, des territoires de montagne. On pointe des éléments qui vont directement sur cette loi ZAN, c'est les pressions sur le foncier et les logements. Et là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Voilà. Et donc, ce développement touristique, finalement, c'est un certain paradoxe parce qu'il fait la richesse des territoires, mais il conduit un certain nombre de populations à se trouver dans une impossibilité par rapport à des questions de logement et de foncier en fonction des prix qui sont annoncés. Alors là, c'est important que quand on parle d'artificialisation, effectivement, on prend ces données. Voilà, puisqu'on a forcément besoin de logements. Un chiffre, c'est 18%, donc quasiment 2 fois plus qu'en moyenne nationale de résidences secondaires, contre 10% au niveau national. Donc ces résidences secondaires, eh bien, elles viennent dans la pression, bien évidemment. Et d'autre part, la demande de logement liée à la décohabitation des ménages est plus forte en territoire de montagne qu'elle est au niveau national sur les 10 dernières années. Je ne m'étends pas sur les chiffres, j'y reviendrai si vous le souhaitez, pour pas trop allonger. Disons un mot sur les services publics, parce qu'on parle de désertification, on parle d'éloignement des services. Or, le besoin, il est de plus en plus prégnant. Il est de plus en plus prégnant. Alors là, on peut le dire pour tous les territoires, parce que d'une part, pour les territoires touristiques ou en proximité de fortes dynamiques économiques qui amènent des dynamiques démographiques, des populations qui viennent habiter en bordure du sillon alpin, en bordure de la Suisse, demandent bien évidemment des services, des équipements. Donc ça, c'est pour ces territoires-là. Et dans les territoires qui sont un peu plus éloignés de ces dynamiques, bien évidemment, les centralités qu'on a évoqué tout à l'heure avec, par exemple, le programme Petite Ville de demain, il y a besoin de services et d'équipements. Il y a besoin de permettre l'installation d'un artisan, d'une entreprise, et ceci pour les centralités, mais aussi pour les villages environnants, pour garder la vitalité de ces territoires. Peut-être pour terminer, un mot sur ce qu'on va devoir prendre en compte quand on va s'attaquer et quand on s'attaque à ces contraintes qui vont être posées. Et oui, pour atteindre cet objectif de ZAN, pour cette mise en œuvre, ça a été évoqué déjà et ce matin et en début d'après-midi, eh bien, on est en face de communes qui sont petites, qui ont peu d'ingénierie, qui ont peu de finances, qui ont des infrastructures. On voit qu'il y a des apports qui sont faits. La mise en œuvre de ZAN, avec ce que ça va demander pour aller, que ce soit renaturé, que ce soit aller retravailler des friches, aller retravailler des cœurs de village, c'est des projets qui sont lourds à conduire, qui sont compliqués et qui sont pourtant très porteurs de solutions, nous semble-t-il, pour la mise en œuvre du ZAN. Merci pour toutes ces précisions. Grâce à vous, on a redessiné un cercle autour de ce très vaste sujet. On va s'adresser à Jean-Pierre Vigier, qui est vice-président de l'ANEM, député de la Haute-Loire. Vous allez tout à l'heure terminer votre propos par des demandes fortes de l'ANEM. Je crois qu'il y en a 5. Mais pour qu'on comprenne bien, d'abord, il y a cette question de la spécificité de la montagne. Comment est-ce qu'elle s'exprime ? Oui, tout à fait. Avant de commencer mon propos, Madame la Ministre, il faudra vraiment qu'on se voit sur le ZAN, parce que je le dis d'une manière très forte. Non, aujourd'hui, le ZAN n'est pas adapté à la spécificité des territoires de montagne. Ça, c'est clair, net et précis. Mais Madame la Ministre, vous avez entendu mes propos, on travaillera. Aujourd'hui, le ZAN, il est peut-être adapté pour des territoires urbains où il y a des friches industrielles, où il y a des dents creuses, où ils peuvent aménager des bourgs. Mais ici, et chacun et chacune d'entre nous peut se reconnaître, quand on a aménagé nos bourgs, on n'a plus de possibilités. Et je vous donne des exemples. Imaginez, dans une commune, depuis 10 ans, il n'y a pas eu de permis de construire. Vous en avez un qui arrive. Eh bien, si on le prend à la lettre, à partir de la première phase de 10 ans, on doit faire moins 50% de zéro. Ça fera zéro. Ça veut dire que, mes amis, aujourd'hui, si on respecte le ZAN, si vous avez une demande de permis et que vous n'en avez pas eu depuis 10 ans, vous serez obligé de dire non. Donc ça, ce n'est pas acceptable. Mais vous êtes d'accord avec nous, vous allez travailler ensemble. Deuxième point qui est important, parce qu'on nous dit on décentralise au niveau des régions, à travers les STRADET. C'est bien,
Mais tout le monde sait qu'on a de très grandes régions. Moi, je prends ma région Auvergne-Rhône-Alpes, et on n'a pas du tout les mêmes problématiques avec les territoires de Lyon, avec les territoires de Clermont, ou les territoires de montagne, comme moi, la Haute-Loire, où je reconnais des maires. Ce n'est pas du tout la même problématique. Donc il faudra bien tenir compte de la spécificité des territoires. Ou alors, on peut dire, par contre, que les élus de montagne ont été responsables. J'allais y venir. Le point fondamental qu'on n'a pas traité dans le ZAN, c'est que les élus de montagne sont responsables depuis des années et des années avec la loi montagne. Avec la loi montagne, qui précise qu'on ne peut pas construire en discontinuité du bâti. Donc, on respecte notre patrimoine naturel, notre environnement, et il n'y a pas de bâtiments ou de maisons qui sont construits partout dans la nature. Et ça, on est pénalisé, on a fait du bon travail, et derrière, on en a rejeté une couche avec le ZAN pour nous empêcher de construire. Le deuxième point que je prends avec le ZAN, c'est aujourd'hui, vous avez un artisan ou un agriculteur qui existe, mais qui veut agrandir son bâtiment. S'il ne peut pas rendre le foncier nécessaire à l'extension de son bâtiment, on lui dira, monsieur, vous êtes bien gentil, on vous aime bien, on est d'accord avec vous, mais la loi telle qu'elle l'est aujourd'hui ne nous le permet pas. Aujourd'hui, le ZAN ne permettra pas de développer les territoires de montagne. Les élus sont responsables, il faut les écouter, ils savent ce qu'il faut faire pour développer le territoire. Le troisième point qui est aussi dramatique, on a besoin de médecins sur nos territoires ruraux. Et si par chance, on doit faire une maison de santé, une maison de service, aujourd'hui, tel que le ZAN est prévu, si on a besoin de terrain et si on ne peut pas le rendre, alors que les habitants des territoires de montagne doivent avoir des services de qualité, de proximité et un certain délai qui doit être court pour aller aux maisons de services et aux maisons de santé, et bien aujourd'hui, avec le ZAN, on ne peut pas le faire. Il y a un vrai sujet qui est très important à traiter rapidement, Madame la Ministre, parce qu'on mettra à mal le développement des territoires de montagne qui sont fragiles et on se bat depuis des années et des années à les développer avec des documents d'urbanisme qui existent déjà. Vous avez les PLU, les PLUI qui fixent bien les choses et qui réglementent bien tout ce qui est aménagement du territoire. Et là, on en rajoute une couche qui va stopper net. Je le dis clairement et d'une manière très simple, t'es humble, mais très forte et très sincère. On va stopper le développement des territoires de montagne. Vous allez avoir de quoi répondre, Madame la Ministre. Merci. Alors, monsieur, oui. pour terminer, parce que je crois qu'il faut... Merci. Je vous laisse, allez-y, ouais, vous poser terminer, la question, mais vous allez y répondre. L'ANEM, bien évidemment, va discuter avec Madame la Ministre. On est force de proposition pour trouver des solutions et adapter, je dis bien adapter, ce ZAN à la spécificité des territoires. Le premier qu'on demande, c'est un report de la mise en œuvre de la première période 2021-2031, tout simplement pour qu'on ait le temps de mettre en cohérence nos documents d'urbanisme. Et on le sait bien aujourd'hui, sur les territoires, ils sont en train de mettre en place des PLU et des PLUI qui vont se terminer au plus tard en 2027. Si on respectait les délais là, on n'aurait que 4 ans, 2027-2031. Donc on demande, à discuter ensemble, de regarder le report de la mise en œuvre de cette première période. Première proposition. Ça. Deuxième période, et là c'est la plus importante, et c'est là où on va cranter des solutions, des propositions, c'est tenir compte des spécificités des territoires de montagne dans la territorialisation des objectifs du ZAN. Tenir compte de la topographie. Tout le monde sait ici, en plaine, pour aller d'un point A à un point B, on y va tout droit. Chez nous, en montagne, il y a des lacets. Là-dedans, avec le ZAN, on n'en tient pas compte. Tenir compte des efforts passés pour permettre aux communes, et je l'ai dit, de poursuivre la politique d'aménagement qu'ils ont engagée. Tenir compte aussi des besoins des services à la population et le calcul du temps pour aller à ces services. Aussi important, c'est majorer avec des quotas de foncier accessibles au niveau des communes qui aujourd'hui ont bien travaillé et n'ont plus de potentiel de foncier, qu'on ait un quota qui soit disponible pour ces territoires. Aussi pour les territoires qui ont une dynamique qui est fragile. On le voit bien, ce qui peut se passer, c'est qu'avec le ZAN, on autorise dans le cas du SRADET un territoire qui a une forte dynamique économique. Ok, tu peux construire une zone d'activité, une zone industrielle. Par contre, pour compenser, on ne te le prendra pas sur ce territoire-là, mais on se prendra sur le territoire voisin. Et on voit très bien qu'on pourrait être en concurrence entre les territoires de montagne. Et ce n'est pas le but demandé. Le troisième point, très important, troisième proposition, adapter le ZAN pour les territoires touristiques.
on en parle, on en a parlé, je crois que ça c'est très important. Là c'est pareil, pour des territoires qui sont très contraints, c'est avoir un quota foncier de telle sorte que les stations de montagne qui doivent assurer leur transition, et on a parlé tout à l'heure vers un tourisme 4 saisons, puissent le faire d'une façon tout à fait correcte et puis constructive et positive pour le territoire. Et puis un point qu'on a oublié, c'est tenir compte de la population DGF et non pas la population INSEE dans le critère de la dynamique territoriale. Quand vous avez une commune qui a 2000 habitants et quand c'est en période touristique qu'il y en a 40 000, c'est pas du tout la même chose. Le quatrième point, quatrième proposition, Madame la Ministre, décompter les surfaces artificialisées. Alors il y a 3 points, mais on peut en rajouter. 1, les pistes de ski. 2, les pelouses et jardins, parce que si vous avez regardé dans le ZAN aujourd'hui, les pelouses et jardins sont comptabilisés dans les surfaces artificialisées. Ça, pour moi, un jardin, c'est de l'herbe, c'est de la terre avec de l'herbe, et c'est un terrain nu. Enfin, moi, je suis fils de paysan, et quand je regarde, pour moi, un terrain nu, un jardin, c'est un terrain nu. Le 3e point, c'est les nouveaux chalets d'alpage qui doivent être sortis du ZAN, et on peut, en fonction de la discussion qu'on aura, en rejeter d'autres. Et la 5e proposition, pour aller vite, c'est assurer un financement. On a parlé hier en comité directeur du ZAN, parce qu'on a fait valider ces 5 propositions au niveau du comité directeur, c'est assurer le financement du ZAN en prévoyant un fonds d'investissement, notamment pour la renaturisation des sols et la réhabilitation des bâtiments existants. Alors, ça a été précisé hier par le sénateur qui est ici présent, je le remercie, c'est un fonds qui soit facile et simple et rapide à utiliser, type comme la DETR, et ça c'est important. Voilà, c'est des points, 5 propositions. Vous l'avez compris, au niveau de la NEM, on aime nos territoires, on aime cette dynamique qu'on a enclenchée, on sera positif et constructif, mais Madame la Ministre, vous devez, et je sais que vous allez le faire, nous entendre, nous écouter et faire évoluer ce ZAN parce que nos positions, elles sont fortes et elles correspondent à la réalité des territoires de montagne et à ses besoins. Et les élus sont responsables des territoires et on doit les écouter. C'est le message fort de l'ANEM que je devais passer au nom de l'ANEM. Et puis, me permettez-moi, en tant qu'élu de montagne, élu d'un territoire rural, petite commune, à titre personnel aussi. Merci à vous. Merci Jean-Pierre Guigier, vice-président de l'ANEM. Ce que je vous propose, Madame Faure, c'est de répondre à la fin. On continue et puis vous faites une réponse globale. Vous notez comme ça. Oui, ça sera plus efficace, je pense. Ça vous va ? Allez, on va faire comme ça. Je vais changer un peu l'ordre. Excusez-moi, parce qu'on a une contrainte de transport en commun. C'est vrai qu'en ayant 1h30 de retard, c'était absolument impensable qu'on arrive déjà à des heures pour vous. Bernard Delcros, je vous avais dit qu'il n'y aurait aucun problème, mais donc je préfère vous donner la parole maintenant. Madame, vous m'en voudrez pas. Bernard Delcros, vous êtes sénateur du Cantal, vice-président de la Commission des finances au Sénat. Donc c'est très intéressant que vous puissiez nous parler du financement du ZAN, en sachant que rien n'est encore bouclé. Justement, on est en train de travailler dessus, vous allez pouvoir nous aider, mais peut-être que avant ça, vous pouvez répondre à cette question que j'ai déjà posée plusieurs fois. Vous êtes un sénateur d'un territoire de montagne. Il faut prendre en compte cette spécificité montagne, vous êtes d'accord ? Oui, évidemment. Et je vais profiter, moi aussi finalement, Jean-Pierre, de l'occasion de la présence de notre ministre de la Ruralité pour essayer de faire passer un certain nombre de messages. Et je le fais d'autant plus volontiers, cher Dominique, que je sais que tu travailles, et notamment avec Christophe Béchu, mais tu travailles activement pour essayer d'introduire de la souplesse et de la différenciation dans l'application du ZAN, et c'est tout à fait nécessaire. Nous sommes tous d'accord, et franchement, je suis resté 28 ans maire d'un petit village, nous sommes tous responsables de ce que nous faisons, et nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut un objectif de sobriété foncière, et qu'on ne peut pas aujourd'hui peut-être faire exactement la même chose qu'on faisait il y a 30 ans ou 40 ans, tout le monde comprend ça. Mais en revanche, on ne peut pas appliquer cet objectif, et le ZAN, pour parler du ZAN, à l'aveugle de manière identique dans tous les territoires. Et donc, il est impératif, et c'est ça la ligne de conduite pour demain, il est impératif de concilier à la fois un objectif de sobriété foncière, et très franchement, je vous le dis, moi, encore une fois, je suis resté maire 28 ans d'un village, sans doute qu'aujourd'hui, je ne ferai pas les choses, je ferai les mêmes choses, mais un peu différemment, sans doute, sachant ce qu'on sait aujourd'hui, mais il faut le concilier avec un objectif qui est absolument nécessaire de développement rural et de développement de la montagne.
Voilà. Et donc, c'est cette ligne qu'il faut trouver. Donc, ce sont des mesures différenciées, adaptées, pour permettre aux territoires de montagne, aux communes de montagne, aux intercommunalités de montagne, de pouvoir porter le développement qui est nécessaire. Et je le dis tel que je le pense, appliquer le ZAN à l'aveugle aurait des conséquences dans le temps qui seraient dramatiques pour la montagne. Alors, je sais, il y a le SRADET, il y a le SCOT, il y a le PLUI, sauf que quand on est passé par tout ça, après le SRADET, après le SCOT, tout ça c'est à des grandes échelles, après le PLUI dans des très grandes intercommunalités, on arrive à la petite commune rurale qui, elle, sera le parent pauvre parce qu'elle n'aura plus de droit à construire. C'est ça la réalité. Et appliquer le ZAN de manière brute, si je peux dire, sans distinction, c'est dans beaucoup de petites communes rurales, ça reviendrait à figer les situations actuelles dans beaucoup de petites communes rurales qui arrivent en bout de course. Comme tu l'as dit, après les centres urbains, après les bourgs très importants, etc. Et du coup, les priver de toute perspective de développement, précisément celles qui en ont peut-être le plus besoin, parce qu'elles ont subi de l'érosion démographique et qu'il faut qu'elles redressent leur situation dans un moment où on a des opportunités à saisir, parce que, on l'a bien vu, il y a quand même un intérêt ou un regain d'intérêt pour l'espace rural et pour la montagne. Beaucoup de familles qui ont envie de retrouver une meilleure qualité de vie en se déplaçant dans des territoires de montagne, et que tout ceci est facilité par l'arrivée du numérique et la possibilité de communiquer à distance et de travailler à distance. Donc n'empêchons pas les petites communes de saisir les opportunités. Et les opportunités, en fait, on n'a pas besoin de très grandes surfaces constructives dans nos petites communes, mais on a besoin de saisir les opportunités. Donc il faut de la souplesse. C'est quoi une opportunité? Moi, j'ai eu ça dans ma commune quand j'étais maire. C'est un moment, un couple de jeunes qui a envie de construire, parce que voilà, ils veulent fonder une famille, ils veulent construire, et du coup, les parents dans un hameau d'une petite commune ont un bout de terrain parce qu'ils étaient agriculteurs. Il y a les réseaux électriques et les réseaux d'eau qui sont à proximité immédiate. Ils ont envie de construire dans ce terrain. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de gros moyens, que le terrain ne leur coûtera rien. Il faut le permettre. Il faut le permettre, ça. Et ça, si on applique les choses trop brutalement et de manière à l'aveugle, on ne pourra plus le permettre. Ça peut être un artisan qui à un moment a envie de s'installer dans un petit village. Ça peut être quelqu'un qui veut faire une extension, on l'a dit tout à l'heure, Jean-Pierre l'a cité. Ça peut être un acteur touristique qui a envie de s'installer. Donc, quand je regarde, ce n'est pas des grandes superficies, mais il faut de la souplesse pour qu'on ne passe pas à côté d'une opportunité quand elle se présente et qu'on puisse saisir des opportunités d'installation de familles, d'artisans, d'acteurs touristiques. Et donc, moi, je suis partisan, je vous le dis. Donc ça va un tout petit peu plus loin peut-être que la proposition. Vous concluez sur le sujet où on passe au financement. Oui, que la proposition de l'ANEM. Je suis partisan que dans les petites communes, en discussion évidemment avec les élus et le maire, on attribue une superficie à construire, qu'on regarde par rapport à la superficie de la commune et qu'on se dit dans cette commune-là, vous avez telle superficie, vous avez le droit de construire, en respectant la loi montagne, en respectant si on est dans un secteur protégé par un monument historique, les recommandations de l'ABF, on respecte toutes les règles d'urbanisme, mais ça peut être dans ce village aujourd'hui, ça peut être dans un autre demain, ça peut être dans le bourg-centre une autre fois. Il faut qu'on ait une superficie modeste, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de surface, mais une superficie qui soit à la main du maire pour pouvoir saisir les opportunités d'installation. Donc voilà une des propositions. Et il y en a beaucoup d'autres. Tu as parlé des terrains... Mais il y a eu les 5 propositions de l'ANEM, là vous êtes en train de les reprendre. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur le financement, sur les travaux en ce moment au Sénat? Bien sûr, parce qu'il y a des travaux au Sénat sur le financement et sur le ZAN, et le Sénat a souhaité s'emparer de sujets, et comme ça nous permettra de travailler ensemble sur le sujet. Sur le financement, évidemment, il y a des conséquences financières. Il y a des surcoûts liés à l'application du ZAN. Je cite pêle-mêle comme ça quelques exemples. D'abord, on considère qu'il y a 72% des territoires qui vont devoir refaire leur PLU ou leur PLUI. Il faut savoir que faire un PLU ou un PLUI, ça coûte 300 000 ou 400 000 euros, ça dépend des territoires, mais en gros c'est ça. Et qu'aujourd'hui, la DGD, qui permet de financer ces opérations, elle est gelée depuis 2009. Donc il faudra trouver un financement. S'il y a moins de terrains constructibles, il ne faut pas se tromper, le prix du foncier va monter. Et si le prix du foncier monte, ça a une incidence sur les communes, mais ça a une incidence sur les ménages. Parce que les jeunes, le couple de jeunes, moi je reviens à mon couple de jeunes qui veut construire, souvent quand il construit dans des territoires ruraux ou en montagne, il arrive à avoir des terrains qui ne sont pas trop chers. S'il y a moins de terrains disponibles, c'est la loi de l'offre et de la demande et du marché, on va avoir des coûts de foncier qui vont être plus élevés. Donc il faut qu'on puisse répondre à ça.
Il y a le coût de la renaturation, tu en as parlé Jean-Pierre, j'y reviens pas. Il y a la question de la gestion des friches, il y a la question de l'acquisition-rénovation. Si on dit aux jeunes, vous ne pouvez plus construire, il faut acheter, rénover, voire démolir, eh bien, tout ça, ça coûte plus cher. Donc, il y a des Quelles surcoûts. sont les pistes de réflexion qui sont actuellement engendrés. au Sénat? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de conclusions qui sont adoptées, il y a des travaux qui sont en cours. Il y a un collègue sénateur, Jean-Baptiste Blanc, qui a déjà fait des travaux sur le sujet. Et il y a une mission, et la Commission des finances du Sénat a confié au Conseil des prélèvements obligatoires le soin de faire des propositions sur ce sujet. Alors, on n'a pas les propositions, elles nous seront présentées en commission des finances le 28 octobre, donc c'est bientôt. En tous les cas, beaucoup, on sait un peu ce qui remonte de tous ces travaux, beaucoup revient à essayer d'orienter la fiscalité locale, notamment la fameuse taxe d'aménagement dont on pourrait parler pour d'autres raisons. Moi, je ne suis pas partisan de mettre une fiscalité supplémentaire pour financer le ZAN, ce n'est pas possible. On a déjà eu la GMAPI, etc. On ne va pas créer une fiscalité supplémentaire pour financer le ZAN. Il faut trouver d'autres solutions de financement. On pourrait imaginer, par exemple, Madame la Ministre, que le FNAP qui a été créé avec la loi SRU pour financer le logement social en milieu urbain, eh bien que les opérations en milieu rural, dans la montagne, puissent être éligibles à ce fonds, qui est un fonds d'aide à la pierre. On pourrait l'imaginer. On pourrait imaginer aussi que le fonds vert, puisqu'on annonce à peu près 2 milliards aujourd'hui, ouais, à peu près, enfin, c'était 1,5 milliard, on arrive à 2 milliards, donc ça c'est vraiment une nouvelle qui peut être utile, un fonds vert pour la ruralité. Peut-être on pourrait imaginer qu'une partie du fonds vert soit fléchée vers cela. Le fonds friche qui a été créé, on pourrait imaginer qu'il soit prolongé, mais il faut élargir l'assiette des friches. Aujourd'hui, c'est trop restrictif. On pourrait dire que dans une commune, quand on fait l'acquisition d'une maison pour la restaurer, si une commune décide de faire l'acquisition d'une maison pour la restaurer, on puisse accéder à ce fonds friche parce que ça revient à traiter une friche. Voilà, donc il y a un certain nombre de propositions qui seront faites et on a une mission sénatoriale qui a été créée sur le ZAN, pour faire des propositions sur le ZAN, qui rendra ses conclusions fin décembre. Et je me tourne vers les collègues sénateurs qui sont là. C'est Valérie Létard et Jean-Baptiste Blanc et Frédéric Espagnac, qui est sur ma gauche du coup, que j'avais loupé. Ils feront des propositions fin décembre qui pourraient déboucher sur une proposition de loi du Sénat pour essayer justement d'aller vers la différenciation et d'adapter et d'assouplir les règles du ZAN telles qu'elles sont prévues aujourd'hui par les textes de loi. Donc de revoir la loi, en fait, de réviser la loi pour permettre quand même aux territoires de montagne et à d'autres, parce que ce que je dis pour la montagne, ça vaut pour la ruralité en général, de pouvoir porter leur développement. Ne figeons pas la situation dans les communes rurales, dans les territoires de montagne, on a besoin de développement, et d'ailleurs, le pays ne répondra pas aux enjeux de cohésion sociale, aux enjeux de transition énergétique, aux enjeux écologiques, aux enjeux de réchauffement climatique, ne répondra pas sans l'apport de la montagne. Donc, à un moment où les circonstances sont plutôt favorables pour qu'on réussisse le développement en montagne, eh bien, il faut le permettre, il ne faut pas l'empêcher par des textes ou des réglementations qui seraient trop strictes. Donc ne nous trompons pas de combat, et tout ça, ça peut très bien se mettre sous un chapeau de sobriété foncière à faire. Une piste cyclable aujourd'hui, quand un territoire fait une piste cyclable, c'est artificialisé, donc ça vient en concurrence avec une construction. On pourrait se dire que les pistes cyclables, elles sortent du quota. Parce que quand même, quand on fait une piste cyclable, ça va dans le sens de l'écologie. Voilà. Je pense que les bâtiments agricoles dans nos communes, il y a beaucoup de bâtiments agricoles et les principales constructions, ce sont des bâtiments agricoles. Mais on a besoin de l'agriculture et de la souveraineté agricole dans nos territoires. Donc on pourrait considérer que les bâtiments agricoles sont sortis du quota de zones prises en compte dans le cadre du ZAN. Voilà quelques exemples. Je sais que vous y travaillez. Merci Bernard Delcros. Sénateur du Cantal, je vais pouvoir vous libérer, hein, vous partez quand vous voulez. Florence Brutus, merci de prendre le micro. Vous êtes vice-présidente du Conseil régional d'Occitanie, vous êtes chargée de l'aménagement, de la cohésion des territoires et de la ruralité. On va parler un peu, cet acronyme, le SRADET, puisque dans SRADET, il y a le R qui veut dire régional, donc vous êtes en première ligne. Déjà, peut-être juste une première question. Comment vous, au niveau de la région, vous vous êtes emparé de ces objectifs du ZAN ? Alors déjà, lorsque nous avons construit notre SRADET, comme vous venez de dire, hein, puisque nous en sommes en charge, la sobriété foncière est apparue comme un objectif
premier pour nous, donc prioritaire, puisque vous le savez, nous totalisons, c'est une grande région, 13 départements, presque 6 millions d'habitants, 40 à 50 000 nouveaux arrivants par an. Donc la sobriété foncière, c'est vraiment un enjeu pour nous, puisqu'on est bien conscient de cela. Donc vous êtes d'accord sur ce sujet de sobriété, hein, Nous déjà. sommes d'accord Ça, sur c'est ce net. sujet de Ouais. sobriété. Je pense que tout le monde dans la salle est d'accord sur le sujet de la sobriété, parce qu'il vient, nous avons donc construit notre Stradet, et c'est pour cela que je vous parlais, alors longuement concerté avec les territoires, parce que pour nous, tous ces sujets, ils sont acceptables, ils sont compréhensibles que s'ils sont concertés et acceptés par les territoires. Très longue concertation en Occitanie, on a été la dernière région, pour des raisons... à adopter notre Stradet, 3 ans de concertation de 2016 à 2019, projet arrêté en 2019, et nous venons de l'approuver en juin de cette année. Voyez-vous, donc nous, la modification, le ZAN, on va y entrer de suite, puisqu'il vient d'être approuvé par notre préfet régional, ce Stradet, et on l'a construit autour de 2 axes. Le premier qui est l'axe du changement de modèle, pour un modèle de développement plus résilient, justement, pour tenir compte du défi du défi de l'urgence climatique, et le second qui est très important pour nous, qui est l'enjeu du rééquilibrage territorial. Et l'enjeu du rééquilibrage territorial, on ne peut le porter que si, justement, on ne territorialise pas de la même façon le ZAN. Et ça, tout le monde ici va le comprendre. Si on fait et mes collègues avant moi, et députés, sénateurs l'ont dit à leur façon également, on ne territorialise pas le 50% de la même façon partout. Ça n'est pas possible. La vallée, la montagne, la ville... Ça n'est pas possible. Oui. Nous, en Occitanie, comment voulez-vous que... et donc, la présidente l'a dit, et moi, je le redis incessamment dans tous les territoires, c'est que ce moins 50 sera bien à l'échelle régionale. Et nous, en territoire de montagne, pour entrer dans le vif du sujet, on ne va pas parler en taux de réduction, on va parler en volume. En volume, c'est-à-dire en hectares. Donc c'est comme ça qu'on peut modifier le Stradet ? En tout cas, le Stradet, qu'est-ce qu'on nous demande de modifier aujourd'hui ? On nous demande d'intégrer ce que la loi climat et résilience nous dit. La loi climat et résilience nous impose ce moins 50 à 2031. Bon, ben écoutez, en Occitanie, on est relativement rebelle, mais on va quand même écouter ce que la loi nous dit. Donc, on va travailler cette territorialisation. Et cette territorialisation, on va la travailler à l'échelle de notre région, en territorialisant, mais de façon différente. La différenciation territoriale, elle est très importante et elle est indispensable. Parce que sinon, moins 50% de zéro, ça fait quoi ? Ça doit faire zéro normalement. Je ne suis pas très forte en maths, mais normalement c'est ça. Et moins 50% de pas grand-chose, ça ne fait pas grand-chose non plus. D'accord ? Donc Ça du fait coup, 2 fois moins que ouais, pas vous grand-chose. avez vu, oui. Non, mais c'est une réalité territoriale. Ouais. Donc du coup, ça ne veut pas dire que les territoires qui n'ont pas artificialisé n'étaient pas dynamiques, mais ça veut dire qu'on a des territoires de montagne notamment qui sont avec des populations moins denses et donc du coup qui ont... Merci. Au revoir, monsieur le sénateur. Bon retour chez vous. Merci beaucoup, Bernard Delcros. Et désolé pour tout ça. Et donc, du coup, on a besoin de différenciation. Donc se pose la question de la place qu'on donne à la montagne. Alors comment est-ce que vous abordez ça, puisqu'on est ici, c'est le congrès de l'ANEM. Vous, au niveau de la région, quelle place allez-vous donner à la montagne ? Alors déjà, les territoires de montagne, comme l'a dit la présidente tout à l'heure, 13 départements, 12 départements et des territoires de montagne. Oui, donc, vous êtes pratiquement voilà, de la montagne. avec D'accord, présidente originaire du Comminges, donc je n'ai pas beaucoup le droit à l'erreur, voyez-vous. Voilà. Donc du coup, nous avons déjà constitué un plan montagne en 2018, bien avant, juste avant celui de l'État, donc avec tout un tas de mesures spécifiques à la montagne et au développement de la montagne, en effet, et aux besoins qu'elle a, y compris des territoires ruraux. Moi, je m'y joindre, pour moi, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais du coup, j'ai beaucoup de dispositifs qui rentrent en jeu là-dedans. Eh bien, avec des dispositifs, des politiques territoriales qui vont spécifiquement répondre aux besoins de la montagne. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut du désenclavement. Il nous faut ce qu'on disait tout à l'heure, pour que les territoires soient attractifs d'un point de vue touristique, mais aussi d'un point de vue de l'économie. Il n'y a pas que le tourisme en territoire de montagne, il y a aussi l'élevage, le pastoralisme, etc. Nous allons devoir donc apporter des réponses, et nous le faisons déjà au travers de nombreux dispositifs, donc depuis 2018, du plan montagne que nous renforcerons et qui est un des volets constitutifs de notre Stradet.
Donc, il est important de répondre aux besoins qui peuvent être de désenclavement, donc que ce soit en matière d'Internet, de téléphonie mobile, d'accessibilité par voie ferrée, route, etc., en termes d'aménagement. Parfait. Merci beaucoup, Florence Brutus, Il y aurait beaucoup à dire, pour mais ces précisions et c'est cette concision. Merci. Dernière parole, oui, on peut applaudir, je suis d'accord. Dernière parole, Sylvain Mathieu, puisque avec vous, vous êtes président du parc naturel régional du Morvan. On va parler de ces enjeux du ZAN dans les territoires peu denses. Et c'est vraiment le cas de votre territoire sur ce parc naturel régional du Morvan, où déjà vous, en tout cas ZAN ou pas ZAN, vous avez déjà des contraintes fortes, ne serait-ce qu'avec la loi ALUR. Tout à fait. Alors, je tiens à préciser que je suis par ailleurs conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté en charge de la montagne, ce qui explique aussi ma présence ici. Et je remercie l'ANEM. Il me semblait bien que oui, d'accord. Oui, déjà vu. Vous êtes déjà venu en tant que région. Oui. Et je remercie l'ANEM de me proposer ce temps d'échange. Moi, j'ai toujours un grand plaisir à participer aux travaux de l'ANEM. On est toujours sur des sujets très concrets, voilà, des préoccupations proches de nous. Et puis, on est entre élus de la montagne et on parle le même langage. Et même moi qui suis élu du Morvan, qui est la plus petite montagne de France, tant en surface qu'en altitude, malgré tout, j'ai plaisir à être ici parce qu'on parle la même langue et on se comprend. Alors, comme je suis conseiller régional comme ma collègue, c'est mon gros sujet du moment, la modification du SRADET pour intégrer le ZAN. Je partage globalement tout ce qui vient d'être dit. Alors, je dirais peut-être légèrement différemment, avec une autre approche, effectivement. Pour moi, il y a le fond et la forme dans cette affaire. Sur le fond, Bernard Delcros l'a rappelé, je pense que personne ne conteste le bien fondé de cet objectif de zéro artificialisation nette à horizon 2050. Pourquoi ? Parce qu'on est tous, pour la plupart des élus ruraux, alors certes, montagne n'est pas également parfaitement synonyme de ruralité, mais quand même une grande partie des territoires de montagne sont ruraux. Donc moi je vais parler vraiment de ce point de vue des territoires ruraux. On a donc dans ces territoires ruraux, en fait, on a le sentiment qu'on n'est presque pas concerné par le sujet. Parce qu'on est convaincu de tout ça. On est convaincu que le sol, c'est cette terre nourricière qui est le support de toutes nos productions agricoles, forestières. Et les premiers qui ont alerté sur ces enjeux de consommation foncière, c'est les agriculteurs et les forestiers. Il faut le rappeler, il y a plus de 10 ans, avec la création des CDP9 notamment. Donc, ce n'est pas nous qu'il faut venir convaincre du bien fondé. On sait que le sol joue un rôle important dans le cycle du carbone, il stocke du carbone, sur le cycle de l'eau, sur la biodiversité. On en est convaincu. C'est-à-dire que ce que vous nous dites, que nous, on a très peu artificialisé en fait. Depuis... Oui, c'est ce que vous nous dites, c'est que cette loi, elle est visiblement pas écrite pour vous, en tout cas. Mais, alors moi, ce que je dis depuis des années, en tant que président du parc du Morvan, c'est qu'on a l'impression que globalement, les règles d'urbanisme, dans l'urbanisme, il y a urbain, elles sont faites par des urbains, pour des problématiques urbaines. Voilà. Et elles sont totalement inadaptées à nos territoires ruraux à faible densité de population, faible dynamique économique et démographique, en fait. Donc, parce que qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous si ça s'appliquait tel que c'est pour ça que moi je dis, même à ZAN ou pas ZAN, avant même de parler du ZAN, nous, ça fait des années qu'on dit qu'avec les simples dispositions existantes, notamment de la loi ALUR, on n'arrive plus à construire. On est bloqué dans nos petites communes rurales parce que la plupart dans le Morvan nous sont RNU. Et le RNU, en fait, nous allait très bien jusqu'à maintenant. Je rejoins ce que disait Bernard Delcros, ça rejoint sa proposition. Le RNU, c'est un grand cadre global et qui nous suffit, nous. Quand on a une construction tous les 10 ans, est-ce qu'on a besoin de planifier l'urbanisation ? Est-ce qu'on a besoin de payer des bureaux d'études, d'engager des démarches lourdes, coûteuses, pour construire une fois tous les 10 ans ? Voilà, donc nous, le sentiment qu'on a, et c'est l'objet de notre demande, puisqu'on a l'honneur et le plaisir d'avoir aujourd'hui en face de nous, parmi nous, Madame la secrétaire d'État à la ruralité. Je vous en supplie, Madame la secrétaire, la ministre, pardon, essayez de faire avancer la loi, de modifier la loi, et complètement dans l'esprit de la loi montagne qu'a rappelé Louis Besson tout à l'heure, c'est-à-dire la fameuse différenciation. Utilisons cette possibilité de différenciation qui nous est offerte par la loi montagne de 85 pour l'appliquer aux territoires ruraux de montagne. On en a vraiment besoin. Et je rejoins complètement ce que disait la proposition de Bernard Delcros, et c'est ce qu'on se dit avec tous les élus du Morvan depuis des années, qu'on nous confie un quota, une surface à construire.
Ok, on respectera les objectifs du ZAN. Une fois de plus, on en est convaincus. Et ce n'est pas un problème parce que, comme une petite parenthèse, je vais développer quand je dis que c'est un problème urbain qui est apporté dans le débat politique par des urbains pour des urbains, parce que où est-ce qu'on a consommé les terres, les meilleures terres agricoles de notre pays depuis 60 ans? Ben, c'est autour des grandes villes. Et l'exemple, je dirais le pire exemple, c'est l'Île-de-France. C'est l'Île-de-France où on a les meilleures terres céréalières de notre pays, les plus productives, qu'on a bétonnées sans retenue depuis 60 ans. Donc oui, il faut enrayer l'artificialisation. Mais là où elle pose problème, c'est-à-dire, c'est un problème urbain, j'irais même un peu plus loin, je pense que c'est un problème même périurbain, pour être très précis, c'est l'extension des zones pavillonnaires, des zones d'activité, des zones commerciales. En mitage. Sans limite, voilà. Alors que nous, ce qu'a rappelé aussi Jean-Pierre Vigier, on est convaincus, puisqu'on était les premiers à vouloir lutter contre le mitage. Donc la première demande, c'est celle-ci, Madame la Ministre. Il faut remettre la loi à plat et surtout une différenciation pour nos petites communes rurales. Et puis, donc ça, c'est la demande principale. Elle complète les demandes exprimées par Jean-Pierre Vigier. Et une deuxième demande. Une deuxième demande, alors, sur un point assez particulier, alors qui là, par contre, est bien une problématique de montagne. C'est lorsqu'on a du bâti ancien, voire en ruine. Des vieilles bergeries, des vieilles fermes isolées, donc qui ont été construites. À un moment donné, on demande qu'elles soient bien considérées comme déjà artificialisées et pour qu'on puisse éventuellement reconstruire à ces endroits ou rénover avec le moins de contraintes possible. Voilà. Merci Sylvain Mathieu. Dominique Faure, je pense que vous avez entendu. Beaucoup de choses vous ont été dites. Je vais vous laisser la parole. À vous de répondre. Est-ce que vous pouvez en dire ? Merci. Merci à vous pour cette contribution à la réflexion que l'on conduit depuis, j'ai envie de dire, le mois de juillet. Moi, j'ai été nommé le... Il y a des mouches. Il y a des mouches, mais on est à la campagne, oui, c'est vrai. À la tout montagne. Début juillet, et il ne m'a pas fallu longtemps... Les congrès de l'ANEM, on les amène exprès pour faire... Il ne m'a pas fallu longtemps pour me mettre au travail sur le sujet de ce zéro artificialisation nette. J'étais moi-même maire jusqu'au 7 juillet et je peux vous dire que j'en suis à ma peut-être 14 ou 15e association nationale d'élus et il n'en s'en passe pas une. Et puis en général, je reste comme je vais rester avec vous jusqu'à demain pour justement travailler, me nourrir et vous écouter pour essayer d'amender ces décrets, pour essayer de travailler sur les conditions d'application de ces décrets. Avec mon ministre de tutelle, Christophe Béchu, nous y travaillons, je vous dis, depuis juillet. Donc tout ce que vous dites, on l'a largement entendu et on va, je vous assure, tout faire pour le prendre en compte. Donc, moi je vous invite, je vais répondre à vos 5 points et je vais en rajouter 1 ou 2 autres, mais... la demande, elle est générale. La seule chose avec laquelle je suis moyennement d'accord, c'est quand on essaye on va dire, d'opposer les territoires les uns avec les autres. Donc, on a d'énormes difficultés sur nos territoires de montagne. En matière de constructibilité, vous avez été exemplaire avec la loi montagne, mais après, vous rajoutez un certain nombre de contraintes, entre autres votre contrainte en matière de résidence principale, résidence secondaire, résidence de tourisme. Et si on rajoute à plus de la loi montagne, il vous faut loger des saisonniers. Et si on rajoute en plus le ZAN, vous dites, mais je construis où, je fais quoi, je fonctionne comment, et mon tourisme ne peut pas fonctionner. Donc bien sûr qu'il va falloir territorialiser et travailler sur la spécificité. Vous avez mon engagement total pour travailler sur les spécificités de la montagne dans les, on va dire, 6 mois qui viennent. Je rappelle le calendrier que Madame a résumé. Je vois Carole Delga quasi toutes les semaines sur ces sujets-là. On est bien en phase sur le fait de mettre en application cette loi début 2024. Elle nous a demandé, et on va répondre favorablement en tant que présidente des régions de France, de pouvoir prolonger le temps de travail issu des confédérations, des Stradettes qui vont, le 22 octobre, comme l'a dit Madame, rendre leurs conclusions aux régions. Et les régions devaient nous rendre leurs conclusions janvier-février avec un Stradet révisé. Il leur semble, et on l'a accepté, que c'est un peu juste. Et donc, on va prolonger ce délai et raccourcir le délai dont nous avions besoin nationalement en matière de concertation pour pouvoir tenir cet engagement de début 2024. Donc, on prend en compte, on travaille vraiment bien, franchement, avec les régions que Christophe Béchu et moi avons reçues 3 fois. Nous avons vu
à 2 reprises les parlementaires sur le sujet du ZAN avec Christophe Béchu, et nous rencontrons les associations d'élus les unes après les autres. Et donc, je vous invite, monsieur le vice-président, à vous rapprocher de mon chef de cabinet et de moi-même pour prendre un rendez-vous le plus tôt possible. Maintenant, sur vos 4 points. 1, la mise en œuvre de la première période. Vous dites 2021-2031, j'ai envie de vous dire, laissons-nous 6 mois pour voir où nous en sommes, parce qu'il nous faut partir d'un état des lieux que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc pourquoi pas, mais laissons-nous 6 mois pour voir la pertinence de votre demande 1. La demande 2, on est déjà dedans. La territorialisation de la mise en œuvre du ZAN, particulièrement en montagne. Je vous ai répondu en disant ça nous semble évident compte tenu des contraintes que vous avez, encore une fois, de logement. Troisièmement, adapter les ZAN au territoire de tourisme. Alors vous aussi, vous superposez les 2 contraintes. J'étais à l'ANET, congrès de l'ANET, semaine dernière, qui nous demande la même chose que vous. Évidemment que les stations touristiques, j'étais à l'ANEL, au Grau-du-Roi, la semaine encore avant. Le littoral, ils ont aussi le recul du trait de côte, pour que vous n'ayez pas le sentiment, mesdames et messieurs les maires de montagne, qu'il n'y a que vous qui rencontrez des difficultés. On en a tous, tout le monde en a, et l'ANEL rajoute ce recul du trait de côte qui, je peux vous dire, les contraint aussi beaucoup. Donc le ZAN, ils sont comme vous, vent debout en disant, vous ne nous permettez pas de développer nos activités, c'est pas possible. On l'a pris en compte, on va le prendre en compte. Donc, vous dites décompter les surfaces, toutes celles que vous citez, pelouse, jardin, évidemment, c'est déjà intégré dans nos réflexions et dans nos travaux. Il y a effectivement des décrets d'application qui ont été faits un petit peu rapidement et qui font que, comme on sent, et ça je vous en remercie tous, qu'on a cette envie d'embarquer cette sobriété foncière. Mais effectivement, comme l'a dit très bien Carole Delga, et on est absolument solidaires, ne serait-ce qu'une société comme Airbus, sur la ville de Toulouse, si on ne veut pas que l'avion à hydrogène nous passe sous le nez, c'est 80 hectares. Si on les prend en compte dans la région Occitanie, que va-t-il nous rester dans les petits villages, etc. Donc, on va se bagarrer avec Christophe Béchu pour sortir, bien sûr, tous les grands ouvrages, lignes TGV, de mobilité, bien sûr, toutes les grandes activités industrielles pour être en capacité, avec ces 50% de baisse dans la croissance, 50% de baisse dans la croissance, eh bien qu'on puisse malgré tout répondre à vos besoins. Et puis sur le fond, vous dites il nous faut de l'argent. Fonds d'investissement, je vous donne 3 chiffres. Qui sait ce qu'est le montant de la DETR en France en 2023, ce qu'il sera? Qui sait ce qu'est le montant de la DSIL en France en 2023? La DSIL, vous la connaissez tous, mesdames et messieurs les maires, elle est proposée un peu à tous les maires, mais c'est la seule source de financement en investissement des urbains et périurbains. Vous avez la DETR et on rajoute DSIL 570 millions en France. DETR 1,2 milliard, le double. Et on rajoute un fonds vert qui va servir à quoi si ce n'est financer la réhabilitation de vos centres-bourgs, le réaménagement de vos villages, la rénovation énergétique de vos bâtiments, de vos écoles. C'est pour ça qu'il est là le fonds vert. 2 milliards. 570 millions, 1,2 milliard, 2 milliards de fonds verts en 2023 en investissement. Donc, le financement, on va voir après dans la continuité, parce qu'évidemment, le ZAN, on a vu, il y avait une mise en perspective. Mais de l'argent, là, il y en a. Deuxième information que je vous donne, c'est que d'ici la fin de l'année, si vous avez des projets, Simone, il nous reste entre 2 et 3 millions d'euros d'ingénierie d'ici la fin de l'année, portez-nous des projets. Il nous reste de l'argent en ingénierie de projet. Évidemment, ça ne se fait pas en claquant dans les doigts en une semaine. Mais je vous dis qu'on a mis de l'argent dans le plan Avenir Montagne. On a mis, ma collègue Caroline l'a rappelé, 300 millions en investissement, on avait mis 30 millions en ingénierie. Donc moi, je vous dis qu'encore aujourd'hui, il nous reste des sous pour financer des projets en ingénierie. Pour faire quoi? Pour porter un projet de territoire. Pas forcément à la maille intercommunale, à la maille intercommunale, à la maille communale ou à la maille de 3-4 communes. Si la commune est vraiment petite et qu'il y a un bassin de vie et qu'il y a un intérêt à porter une vision d'aménagement à 3-4 communes. Mais portez-nous des projets pour vous aider à conduire la réflexion dont vous avez besoin pour pouvoir embarquer ce ZAN quand on aura abouti.
Ce que je voulais vous dire, je voudrais quand même insister sur le fait que Christophe Béchu était maire, j'étais maire. On est extrêmement sensible à cette problématique. Donc, vous qui êtes là, vous m'entendez, j'espère que vous croyez qu'on y met toute notre énergie pour essayer de le rendre fluide pour vous, pour essayer de vous rendre cette transition, cette sobriété en foncier la plus fluide et facile possible. Mais dites-le à tous ceux qui s'inquiètent, parce que moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est de voir tous ceux qui ne sont pas dans des associations ou quand elles y sont, ne sont pas venus à ce congrès et se morfondent en disant le ZAN, c'est tout de suite. Le ZAN, c'est pas tout de suite, c'est à 2050. 50%, on peut faire des choses. Et pour vous qui n'avez peut-être, pour certains, pas construit le 0 divisé par 2, je ne l'ai pas entendu une fois, 2 fois, 3 fois, excusez-moi, mais je l'ai entendu une trentaine de fois. Donc oui, bien sûr qu'on ne va pas interdire à des gens qui n'ont pas construit ces 10 dernières années ou qui ont fait un PLUI très économe de, en plus, ne pas pouvoir construire demain. Donc, travaillez vos projets de territoire avec de l'ingénierie, on peut vous aider à le financer. Et surtout, avec les services déconcentrés de l'État. Je regrette beaucoup que Madame la préfète est allée raccompagner ma collègue, mais les préfets, vous avez un sous-préfet à la ruralité, vous avez les services de la DDT, ils ont reçu une circulaire de Christophe Béchu début août. Le saviez-vous? Cette circulaire, elle dit, messieurs les préfets, ne soyez pas stricts dans les demandes de constructibilité tout de suite, là maintenant. Alors, s'il y a du bruit dans la salle, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord. Ben, je vous invite à noter mon adresse mail et vous me dites à quel endroit vous portez un projet là, tout de suite, maintenant, qui est, on va dire, exemplaire. Bien sûr, pas avec un projet de lotissement, avec des maisons, avec des mètres carrés à n'en plus finir. Mais un projet exemplaire qui a été travaillé avec le DDT, les services de l'État en région, et pour lequel on vous dit non. Ben non, moi, je vous dis aujourd'hui que chaque fois que j'ai dit ça, j'ai eu 2 ou 3 cas, j'ai résolu le problème. Les préfets ont une circulaire de Christophe Béchu qui leur dit début août, ne soyez pas stricts tant que nous n'avons pas abouti sur les travaux que nous sommes en train de conduire actuellement. Et donc, on ne va pas vous empêcher pendant 18 mois, puisqu'on parle de janvier 2024, de construire des projets. Alors, quels sont les critères que nous regardons et que les services de l'État vont regarder ? Avez-vous des logements vacants en centre-bourg, dans vos beaux villages? Si vous avez 2, 3, 5, 10 maisons vacantes et qu'à côté vous construisez 2, 3, 5, 10 maisons, non, il faut d'abord travailler. Avec quoi? Avec les outils dont nous disposons. Je suis prête, effectivement, quand je vais recevoir et je vais partager avec vous, j'ai présidé un EPFL, établissement public foncier locaux que vous connaissez, il y a des établissements publics fonciers d'État quand il n'y a pas de PFL. C'est des outils qui sont là pour vous accompagner dans votre projet de territoire. Il faut véritablement les utiliser pour pouvoir porter des projets. Mais la réduction à hauteur de 50%, c'est vraiment pas zéro. Et surtout à la maille de nos villages, surtout quand le maire et l'équipe municipale portent des projets de dynamisme économique, d'artisanat, de développement de l'activité. Je vous garantis que je vous aiderai si besoin. Mais moi, partout où je suis allée, hein, le préfet ou la préfète n'est pas là, mais oui, mais vous représentez toutes les régions de France, mais dites-le leur. Donc, je voulais juste conclure avec un message extrêmement rassurant, qui est de vous dire... adressez-vous à moi personnellement, aux membres du cabinet qui sont là, si vous avez des difficultés avec des projets aboutis, construits avec les services de l'État en région. Et en attendant, laissez-nous travailler. Mais surtout, ne soyez pas révoltés, agacés. On reconnaît les faiblesses. On les reconnaît, les faiblesses. On accepte que ces décrets soient impossibles à mettre en application dans certains territoires. Donc travaillons ensemble. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci Dominique Faure. Merci mesdames, merci messieurs. Vous l'avez compris, on a toujours, vous voyez, on a 1 heure de retard. Donc, pas de prise de parole, pas de pause non plus. Donc, si vous voulez prendre une pause, je vous laisse quelques minutes. Mais nous, on va commencer.